Alors la réflexion se poursuit avec la deuxième conférence de ce forum et elle a une approche de cause à effet, à savoir de quelle manière une démarche de marketing territorial durable et inclusif contribuerait à développer les territoires africains à potentiel touristique. Alors pour aborder cette thématique, notre prochain panel va se focaliser sur la prise en considération du touriste dans une telle démarche, parler de l'importance des aspirations du citoyen résident de ces territoires et aussi, bien évidemment, l'intégration des populations locales et des parties prenantes. Et pour modérer ces discussions, j'invite Bouchra Taibi, consultante en tourisme. Elle est en charge du développement du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade depuis octobre 2021. On peut l'applaudir. Bouchra, qui est particulièrement sensible au tourisme durable, inclusif et responsable, cet intérêt résulte de son expérience dans les énergies renouvelables et du livre blanc qu'elle a coécrit pour la COP22. Bouchra, bon courage et je vous souhaite de très beaux échanges. Bonjour, mesdames, messieurs. Restez avec nous, s'il vous plaît, vous n'allez pas le regretter. Pour ce deuxième panel, nous avons de très, très belles expériences que mes chers invités speakers vont partager avec vous. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce premier forum africain du tourisme de Casablanca, dans notre ville, Casablanca, qui a un positionnement, qui aspire à un positionnement MICE et rural. Donc voilà, c'est dit. Ce forum, pourquoi on le fait? Ce forum, il aspire à donner la possibilité d'échanger entre acteurs du tourisme africain en vue d'apprendre et de comprendre les facettes d'un tourisme dit des pays du Sud. Nous avons des facettes propres et multiples en Afrique, dans nos façons de vivre, dans nos façons de partager et dans nos façons de recevoir en femmes et hommes africains passionnés. Ce second panel se penche sur la démarche de marketing territorial touristique. Pourquoi? Tout d'abord parce que qui dit marketing territorial dit développement local dans ses aspects économiques, sociaux et culturels, donc un développement local durable et inclusif, qui prend de plus en plus d'importance dans la gestion des villes et des communes dans plusieurs pays, et notamment le Maroc, avec la régionalisation avancée qui met le développement local au cœur des prérogatives des collectivités locales. Ensuite, une démarche de marketing territorial implique le résident pour construire une offre territoriale attractive. Attractive pour qui? Pour les investisseurs et bien sûr pour les touristes. Et donc notre objectif ce matin avec ce panel, c'est de s'imprégner de cas concrets où le marketing territorial, sans forcément être nommé, a permis l'émergence et le développement de plusieurs territoires africains. Pour cela, j'appelle tout de suite Monsieur le ministre, Monsieur Khalid El-Aynani, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte. Il est actuellement professeur à la faculté de tourisme et d'hôtellerie de l'université de Helwan. Il a obtenu une licence de guide touristique, puis a continué pour avoir un DEA et puis un doctorat en égyptologie de l'université Paul Valéry de Montpellier. Monsieur El-Aynani a progressé dans des postes académiques pour devenir professeur à cette même université. Et là, M. El-Aynani a également dirigé le Musée national de la civilisation égyptienne et le Musée égyptien du Caire. Bienvenue, Monsieur le ministre. Encore, on ne le dira jamais assez. Monsieur Safal Fall. Monsieur Safal Fall est manager au sein de la Business Unit Afrique de Mazars Maroc. Il dispose de plus de 10 ans d'expérience dans les métiers de l'information économique et financière et de l'intelligence économique, dans plusieurs années cumulées dans le conseil en relations publiques et accompagnement à l'internationalisation d'acteurs publics et privés en Afrique. Safal poursuit une spécialisation en marketing territorial ainsi qu'en intelligence des territoires appliquée à l'attractivité des investissements. Bienvenue, Safal. J'appelle notre cher Souleymane Coll,
qui est Chief Operating Officer de Onomo Hotel depuis 2018. Auparavant, il était vice-président des Sales and Marketing de 2011 à 2018 et directeur marketing des ventes et distribution de 2008 à 2011 chez Accor Hotel. Marhaba. J'appelle aussi Monsieur Arbi Safa, docteur en sciences de gestion à l'Université d'Angers, professeur à l'École supérieure de technologie des Sawira, Université Qadi Iyad. Il coordonne le département gestion, tourisme et communication en cohérence avec ses travaux de recherche centrés sur les capacités dynamiques, sur la notion de l'authenticité touristique et le tourisme créatif. Monsieur Arbi, merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, Monsieur Khalid El-Ainani, en préparant ensemble cette conférence, vous m'avez dit, entre autres choses qui m'ont marqué, chez nous en Égypte, on ne parle pas de marketing territorial. Mais quand vous m'avez montré quelques réalisations sur des territoires égyptiens, j'ai bien vu que le sens même du marketing territorial touristique est non seulement présent, mais il est très fort. Alors, je voudrais tout de suite vous céder la parole pour nous émerveiller avec des nouvelles villes qui ont émergé grâce et autour du tourisme, mais aussi du développement extraordinaire des territoires ancrés dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Monsieur le ministre, à vous la parole. C'est ça ? Rebonjour. Donc, comme Madame Taïbi vient de souligner, je ne suis pas un spécialiste du marketing territorial, mais j'ai le grand plaisir de partager avec vous l'expérience de l'Égypte en ce qui concerne la participation citoyenne, qui est le thème principal que nous accordons aujourd'hui dans ce panel très important dans ce forum africain. Comme vous pouvez voir sur la première diapo, l'Égypte, comme le Maroc, comme pas mal de pays africains, offre une destination touristique multifacette. Vous pourrez trouver donc le tourisme de loisirs, l'aventure, la culture, le spirituel, le business, l'Égypte moderne, contemporaine. Donc vous pourrez toujours trouver votre plaisir dans toutes les destinations de l'Égypte. Voici les destinations touristiques principales en Égypte. Donc ils sont basés principalement au Caire, puis sur le Nil, principalement la région entre Luxor et Aswan, c'est pour la partie du tourisme culturel. Alors, les stations balnéaires se trouvent sur la Méditerranée et surtout et principalement dans la mer Rouge. La région de la mer Rouge, c'est deux gouvernorats. C'est le gouvernorat de la mer Rouge avec les célèbres villes d'Hurghada, Safaga, El Qusseir, El Gouna, Marsa Alam, et le gouvernorat du sud du Sinaï avec la célèbre Sharm el-Sheikh, Dahab, Nouéba, Taba et Sainte-Catherine. Comme vous voyez, toutes ces stations balnéaires sont développées durant les 2 ou 3 dernières décennies d'une façon incroyable. Et actuellement, nous avons dans cette région autour de la mer Rouge 143 000 chambres d'hôtels sur 210 000. Donc ça veut dire exactement les 2/3 de la capacité hôtelière se trouvent dans cette région au bord de la mer Rouge. Cette photo que vous voyez est très significative. Ça montre la ville de Sharm el-Sheikh il y a 30 ou 40 ans. Comme vous voyez, elle n'existait pratiquement pas. Et là, c'est la ville de Sharm el-Sheikh maintenant qui est devenue une véritable grande ville qui accueille de très grandes cérémonies, conférences. La plus importante, bien sûr, c'est seulement il y a quelques jours, l'Égypte venait d'accueillir la COP27 avec 40 000 invités. Et c'était vraiment, ça s'est très très bien passé. Et nous voulons maintenant revivre cette expérience avec 2 nouvelles destinations. Et je vous en cite 2 seulement, parce que l'Égypte maintenant est un véritable grand chantier. Il y a une expansion énorme sur tous les domaines en Égypte pendant les 7-8 dernières années. Je cite seulement 2 destinations touristiques nouvelles qui existent déjà. La première, c'est sur la Méditerranée, la nouvelle Alamin, sur la côte méditerranéenne, dans la photo supérieure, qui existe déjà. Et moi, j'ai passé mes dernières vacances d'été à la nouvelle Alamin avec plus de 15 000 chambres
prévues. Et la nouvelle Galala, au bord du golfe de Suez, à la mer Rouge. Encore une fois, il y a 3 hôtels avec 1500 chambres qui existent déjà. Et c'est, comme vous voyez, c'est très proche du Caire. C'est seulement une centaine de kilomètres avec de nouvelles routes qui ont été faites. Et bien sûr, pour attirer et pour faciliter le tourisme, soit le tourisme interne ou le tourisme de l'étranger, comme on a tous parlé aujourd'hui de connectivité, c'est très important. Et donc l'Égypte maintenant développe un réseau routier énorme, prévu de 7000 km. 4000 km sont déjà exécutés. Et nous avons signé un énorme contrat pour les trains grande vitesse électriques, plus de 2000 km, qui vont communiquer pour la première fois en Égypte la mer Rouge avec la Méditerranée, donc entre Al Ain al-Soukhna et Marsa Matrouh, et entre Le Caire et Aswan, qui est faisable maintenant en 12 heures. Ça va être fait en 4h30. Le Caire, Aswan. Ça va changer complètement la carte touristique de l'Égypte. Et la troisième ligne qui est très importante, c'est communiquer Hurghada, Safaga avec la célèbre ville de Luxor. Et nous sommes en train de développer maintenant tous nos ports pour accueillir les grands bateaux touristiques et les yachts. Et nous avons en Égypte maintenant, outre la quinzaine d'aéroports qui existent déjà dans presque partout en Égypte, comme vous voyez, 4 nouveaux aéroports à Alamein, au Sphinx, près du Grand Musée et des Pyramides, la nouvelle capitale et Bérénice au sud de la mer Rouge. Parmi les projets de l'Égypte maintenant, l'énorme projet de Hayat Karima. C'est une vie décente pour 58 millions d'Égyptiens. C'est un travail d'infrastructure, d'aménagement de villages qui existent déjà. Des villages qui ont toujours vécu sans le minimum de conditions de vie correctes. C'est l'un des très très grands projets de l'Égypte maintenant. Et bien sûr, le tourisme sera concerné. Je vous donne en haut un exemple, c'est la maison de la célèbre chanteuse égyptienne Kalsoum, dont le village va profiter de cette amélioration. Et pour les villages qui existent en dessous, j'en ai montré en bas seulement 3 exemples. Ça, c'est la corniche de la ville de Luxor, complètement aménagée, et on s'inspire beaucoup des photos du citoyen pour attirer le tourisme sur la corniche de Luxor, les anciennes maisons historiques rénovées à la ville d'Esna et le célèbre Sainte-Catherine, qui est un site inscrit sur la liste mondiale de l'UNESCO, aménagé maintenant en pleine concertation avec les habitants de Sainte-Catherine. Maintenant, nous arrivons aux citoyens. Nous avons à peu près 400 000 personnes inscrites au ministère du Tourisme et des Antiquités qui travaillent directement dans les établissements touristiques. Nous avons en Égypte plus de 210 000 chambres, plus de 1200 hôtels, plus de 250 croisières qui naviguent sur le Nil. Et nous avons, comme j'ai dit ce matin, presque 3 millions de familles qui vivent indirectement du tourisme. Quand toutes ces villes ont été développées et les nouvelles villes en cours de développement, ça a créé des jobs pour tous les locaux, pour tous les habitants de ces régions. C'est eux qui travaillent maintenant exclusivement dans la région du Sinaï, de la mer Rouge, dans les oasis, dans le safari de désert, le safari de mer, les tentes bédouines, les chameliers aux pyramides, les calèches à Luxor et à Aswan, ceux qui sont responsables de l'approvisionnement des hôtels et bien sûr les marchés traditionnels, les artisanats, les foulouks. Et en bas à droite, vous avez un exemple que j'adore, c'est le village nubien. Ce sont les habitants d'Aswan qui ont créé un village touristique avec des écolodges et des maisons traditionnelles. Et je peux vous dire que le touriste paye beaucoup plus cher dans ce genre d'hôtel que dans les grands hôtels parce que là, c'est l'expérience qu'ils veulent vivre, c'est découvrir la véritable Égypte et fréquenter les citoyens. Les citoyens étaient notre première priorité et préoccupation pendant le Covid. Et ça, c'est une photo que j'ai faite à Hurghada lors de la reprise du tourisme en juillet 2020 pour rassurer les employés. Je leur ai dit qu'on est là pour assurer votre travail et vous protéger
du Covid et protéger nos invités du Covid. Bien sûr, les calèches, les felouquiers, les pêcheurs, tout le monde a souffert pendant le Covid. Et avec le fonds du tourisme, on a vraiment subventionné, on a beaucoup aidé ces gens pour qu'ils puissent surmonter cet obstacle énorme. En termes de formation, nous avons plein de programmes. L'un d'eux, c'est les ambassadeurs du tourisme. C'est les locaux, c'est les gens qui vivent à Luxor et à Aswan, dans le Sinaï. On leur fait de formation, d'éducation touristique, comprendre la culture des touristes. On va dans les petits villages, formation écologique pour l'importance de l'écotourisme en Égypte. Et l'artisanat, comme c'est un patrimoine immatériel très important et très typique de l'Égypte, on travaille beaucoup sur la formation. Les enfants, pour moi, c'est une priorité. J'étais nommé ministre le 23 mars 2016. La première décision que j'ai prise, c'était le 27 mars 2016, pour un ministère qui avait beaucoup de déficits budgétaires, parce qu'on dépend principalement des revenus, des recettes des sites archéologiques et des musées, c'est de faire une entrée gratuite pour tous les enfants, tous les élèves des écoles primaires et préparatoires et pour tous les Égyptiens au-dessus de 60 ans. Donc les gens n'ont pas compris, ce ministre qui vient d'être nommé, au lieu d'apporter d'argent, il en perd. Mais non, j'en perdais pas, au contraire, je gagnais quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est d'attirer ces Égyptiens à leur patrimoine, à les lier, je peux leur dire, pour moi c'est une leçon, c'est une manière de lutter contre le fanatisme et le terrorisme. Découvrez cette égyptologie, vous appartenez, vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, mais il y a quelque chose qui nous réunit tous, on est tous égyptiens. Il n'y a rien qui m'a rendu plus fier, c'est quand on organisait la parade des momies. Quand j'ai vu que tous les Égyptiens étaient scotchés devant les télés et enfin ils ont découvert qu'ils sont égyptiens. Et ça pour moi c'était le but de cette parade que je crois que plusieurs parmi vous ont pu suivre cette parade de momies qu'on a organisée en avril 2021. On a fait des passes annuelles pour les étudiants d'école. Ça coûte 2 € par an. Et là, avec ce pass de 2 € par an, vous visitez tous les sites archéologiques et musées de l'Égypte. On s'occupe beaucoup, bien sûr, des handicapés. On fait des visites. Le tourisme accessible est très important. Dans toutes nos promotions, le citoyen est un but pour nous. On essaie de mettre en exergue la spécificité du citoyen égyptien, donc les tentes bédouines. Ils nous aident beaucoup avec les photos. On fait plein de concours photographiques et je peux vous dire que plus de la moitié de notre base de données photographique, ça provient directement des bénévoles et des Égyptiens amateurs de photos qui nous donnent ces photos pour les partager sur nos sites promotionnels. Et on essaie de les engager. Tous les mois, on fait la pièce du mois de tous les musées d'Égypte. C'est les Égyptiens qui choisissent et qui votent sur Internet. Là, c'est la parade qu'on a organisée à Luxor, la parade de l'avenue de Sphinx, avec une participation de 5000 Égyptiens. Et on a insisté beaucoup à voir les calèches de Luxor dans cette cérémonie. Et là, en bas à droite, vous avez une photo qui montre les murs dans les rues égyptiennes qui étaient tous dessinés avec des motifs pharaoniques par les Égyptiens, les habitants du Caire et les habitants de Luxor qui ont dessiné comment ils voyaient l'Égypte ancienne. على النيل والفسحة بالمركب الشراع الفلوكة والشاي مع الغروب. ممكن يتمشى في البلد، سوق العطارة وسوق السياحي. تقدر تحتك بالأهالي، تقدر تتعرف برضو على العادات والتقاليد اللي هم عايشين بيها وبيمارسوها لغاية دلوقتي. J'ai pas trouvé mieux que les habitants de Luxor pour parler de la ville de Luxor, parler de leurs traditions pour attirer les touristes. Et ça a très bien marché cette campagne. Maintenant, nous arrivons, on va faire une étude de cas sur le tourisme culturel, le Caire. J'ai choisi le Caire comme modèle de projet pour aller un peu plus en profondeur. Le tourisme culturel en Égypte, vous avez donc le tourisme culturel de masse, c'est le Caire et Giza, c'est Luxor et Aswan, c'est Abu Simbel et c'est Alexandrie. Tous les rectangles bleus, ça vient après, c'est le delta, c'est la moyenne Égypte, les oasis et le sud du Sinaï. Le Caire, c'est la première destination du tourisme égyptien. Elle accueille presque 40%, entre 30 et 40% du tourisme égyptien. C'est une grande ville de presque 25 millions d'habitants, donc le quart de la population égyptienne. Nous avons 2 sites UNESCO, Memphis et sa nécropole, et le Caire historique. Nous avons un produit de patrimoine culturel très diversifié, allant des sites préhistoriques, les pyramides,
les sites pharaoniques, les musées, le Caire historique, le Caire moderne et bien sûr le Caire islamique et le Caire copte et les synagogues juives. J'ai choisi le Caire historique comme exemple. Pour ceux qui connaissent l'Égypte, connaissent très bien le Caire historique. C'est un site enregistré sur la liste du patrimoine mondial. Et là, on a fait durant les 20 dernières années plein de projets de restauration, de valorisation pour réserver les monuments de ce Caire historique qui a été fondé au Xe siècle, mais aussi le patrimoine immatériel, donc la cuisine, les danses, les chants, les artisanats. On a fait plein d'inaugurations comme l'Azhar, qui est une mosquée qui a plus de 1000 ans d'histoire. On a ouvert le premier musée de notre célèbre Naguib Mahfouz, le musée des chariots royaux et des églises sur l'itinéraire du voyage de la Sainte Famille en Égypte. Les Égyptiens sont nos partenaires pour préserver notre patrimoine. Ils sont très fiers de ce patrimoine. Cette photo en haut à gauche montre les Égyptiens qui ont fait un bouclier humain autour du musée du Caire pendant la révolution de janvier 2011. Quand il y a eu un assaut, ils ont essayé de voler des objets. Ce sont les Égyptiens qui ont fait ce bouclier humain, qui ont protégé le patrimoine. Ça, c'est une pièce qui a été trouvée par un Égyptien en construisant sa maison. Et c'est lui qui nous a appelés pour nous rendre cet objet. Puis à droite, c'est une dame bénévole qui nous aide à restaurer. C'est les Égyptiens, les habitants du Caire historique qui nettoient le week-end les sites archéologiques, comme vous le voyez sur les photos en bas. Là, comme je vous l'ai dit, on essaie de concerter les Égyptiens pour tous les projets d'aménagement. Là, je ne parle pas du niveau ministériel. Ça, ce sont des photos de notre Premier ministre qui s'est déplacé plusieurs fois au Caire historique pour avoir l'avis des habitants. Il a fait plein de réunions avec les artisanats, avec les habitants, les propriétaires des petits commerces pour leur expliquer notre vision d'aménagement du Caire historique et écouter leurs besoins, et on a pris en considération tout ce qu'ils ont demandé. Les Égyptiens, les habitants du Caire historique aussi, ont été tous concertés et demandés pour écrire la stratégie d'aménagement du Caire historique. Et là, maintenant, ce n'est plus l'État. Ça, c'est des ONG, j'en cite 3 seulement, qui sont ceux qui s'occupent en plein partenariat avec notre ministère de l'aménagement, de la restauration, de tout ce qui est conscience historique. J'en cite 3 exemples. L'Athar Lina qui s'occupe du Caire historique. Toutes ces photos que vous voyez sont faites par les ONG. Un autre exemple dans le désert Mamelouk, donc c'est un cimetière Mamelouk, montre la photo comment c'était avant l'intervention de l'ONG, comment c'est devenu maintenant une nouvelle attraction où les touristes y vont, les enfants viennent pour faire plein de cérémonies et pour célébrer différentes cérémonies religieuses. Une autre maison du Caire médiéval qui était complètement ruinée, qui a été transformée par une ONG comme un centre d'éducation, une bibliothèque et un centre très important pour la prise de conscience du patrimoine égyptien. D'autres ONG qui nous aident pour restaurer des mosquées, comme l'Aga Khan à Darb al-Ahmar, une autre association pour préserver les minbars des mosquées mamelouks. Nous avons plein d'associations amies du musée, comme Héliopolis, qui nous ont aidés pour le contenu scientifique de notre musée à Héliopolis, Palais Manial et le musée du Caire. Ça sont donc, en termes de responsabilité sociale, ce sont des projets qu'on a fait. Donc, par exemple, ça, c'est la citadelle du Caire. Ça montre l'horloge, la tour de l'horloge de la citadelle qui nous a été offerte plus de 150 ans auparavant et qui n'a jamais fonctionné depuis qu'elle a été installée dans la citadelle du Caire. Donc vous voyez, c'est une grande entreprise en termes de responsabilité sociale qui nous ont aidés à restaurer les dômes, les coupoles, la tour. Et à droite, vous avez le célèbre palais du Baron Empin, c'est le fondateur d'Héliopolis, qui était un palais abandonné depuis des décennies. Encore une fois, on a signé un contrat avec le secteur privé. Donc le palais, c'est nous qui le gérons, c'est l'État, mais c'est le secteur privé qui assure les cérémonies, tout ce qui est hospitalité, on partage les gains ensemble. Et là, à droite, vous avez une photo du seul lac naturel du Caire, c'est le lac de Ain el-Sira. Comme vous voyez à droite, il était complètement abandonné. Et là, c'est une nouvelle photo. C'est le Musée national de la civilisation égyptienne qui a été inauguré en avril 2021. Et c'est un musée qui est construit sur 135 000 mètres carrés. C'est un grand projet de l'UNESCO.
Et comme c'est un projet, c'est un musée de civilisation, il ne s'agit pas seulement des antiquités, mais beaucoup de formations, beaucoup d'artisanat. Et en bas à droite, en face du musée, c'est notre président, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, qui inaugure un centre de formation de poterie et d'artisanat. Et nous, dans notre musée, on montre l'artisanat de poterie. Comme ça, les touristes se sont motivés. Quand ils sortent du musée et traversent la rue, ils vont acheter l'artisanat local de ce centre qui s'appelle El Fawakhir. Maintenant, nous traversons le Nil. Nous arrivons à Giza, les pyramides de Giza, donc la seule merveille du monde entier qui subsiste sur Terre, qui était très délaissée en termes d'hospitalité et de services touristiques. On a signé un contrat avec une grande entreprise égyptienne pour tout ce qui est hospitalité. Donc, ils ont construit, mais tout en structure très légère. Pas de béton, parce que c'est un site historique. Plein de restaurants, ils accueillent plein de cérémonies, on partage les frais. Et il y avait une condition, une clause très importante dans le contrat. Sur le site de Giza, il y a 1606 Égyptiens qui sont nés là-bas. Ce sont des gens, ce sont les chameliers, ce sont les petits vendeurs, les photographes, les propriétaires des calèches. Il y avait une clause très importante dans le contrat, c'est de préserver ces gens, d'assurer leur formation et de leur faire de nouvelles boutiques et de nouveaux espaces pour leurs chevaux et leurs chameaux. Un autre exemple de responsabilité sociale à Saqqara, avec la Banque nationale d'Égypte et une compagnie privée qui ont fait plein de services de tourisme accessible et plein de signalétiques et même d'uniformes pour les employés du ministère et plein de parasols parce qu'il fait très chaud en Égypte, bien sûr, dans ces régions. Et ça, c'est notre grand musée qu'on construit. C'est l'un des plus grands musées au monde. En tout cas, c'est le plus grand musée au monde dédié à une seule civilisation. C'est un musée qui nous aura coûté 1,2 milliard de dollars et qui est prêt et qui va être inauguré dans les mois à venir. Donc, on a signé un contrat qui est le premier exemple de son genre en Égypte avec le secteur privé, avec un consortium dirigé par une entreprise égyptienne que nous gérons le musée. Eux, ils gèrent tout ce qui est hospitalité, tout ce qui est boutique. On a fait vraiment un complète outsourcing pour tout ce qui est service de touristes. Donc, le citoyen était au cœur de notre priorité et nous sommes très, très fiers d'eux et on va continuer à travailler avec eux. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. La régie, s'il vous plaît, ce micro. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que nous tous, dans cette salle, nous avons eu beaucoup de learning, beaucoup de choses, beaucoup d'actions à peut-être multiplier dans tous les pays africains. Je vous remercie pour votre présentation. Je voudrais passer la parole à Monsieur Safal Fall. Monsieur Safal Fall, vous êtes manager chez Mazars et à la tête de la Business Unit Afrique. À ce titre, vous avez une riche expérience avec différents pays d'Afrique. Vous avez travaillé, conseillé des entreprises d'investir en Afrique. Pourriez-vous nous dire quels sont les leviers que vous prenez en compte pour faire ressortir l'attractivité des territoires africains pour ces investisseurs? Et est-ce que le citoyen y est impliqué dans votre démarche? Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de répondre. Oui, je pense qu'on va. Je pense que vous avez eu énormément de chiffres depuis ce matin. Quand on parle des cabinets, on parle beaucoup de chiffres. Je me suis dit que je vais faire un peu une entorse à la règle. Voilà. Je ne vais pas vous présenter des slides, des graphes que vous avez très bien, que vous maîtrisez tous très bien. L'idée, c'est d'avoir une interaction directe avec vous, les acteurs, et surtout avec mes chers intervenants qui sont sur le panel. Oui, alors, il faut savoir une chose. Je vais revenir aux chiffres. Malheureusement, voilà, la déformation professionnelle fait que je ne peux ne pas en parler. Une de nos plus récentes études qui ont été faites sur le continent par rapport à l'attractivité à l'investissement nous ont montré qu'aujourd'hui, le levier qui revient le plus souvent dans la tête des investisseurs et dans le langage des investisseurs, ou en tout cas dans la tête même des décideurs publics, qui est celui du levier fiscal, est devenu de moins en moins présent dans la décision d'investir sur le continent,
en termes d'attractivité. 20% uniquement des réponses, ou en tout cas des retours qu'on a eus, nous ont ressorti ce levier-là. Parce que généralement, on a l'habitude d'avoir cette réponse, que oui, quand il n'y a pas d'incitation fiscale, on n'y va pas. Quand il n'y a pas d'incitation sur les taxes, on n'y va pas. Quand il n'y a pas d'abattement de TVA sur une période, on n'y va pas. Mais non, il n'y a pas que ça. C'est important. Mais les autres leviers sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous conseillons justement nos clients quand ils veulent se projeter sur le continent, c'est d'abord celui des opportunités. Parce qu'il faut la sentir, l'opportunité, avant de se positionner. Il faut la chercher. La connaissance du marché, elle est extrêmement importante pour pouvoir savoir sur quel secteur, en tout cas sur quel aspect, pouvoir développer sa valeur ajoutée. Ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est celui des infrastructures. Alors, elle ne dépend pas uniquement, évidemment, de l'investisseur, ça dépend beaucoup, surtout du secteur public et des décideurs qui sont au niveau du marché. Et ce levier-là est essentiel, justement. C'est un levier transversal, mais c'est un levier qui est essentiel pour le développement du tourisme aujourd'hui. Quand on parle d'attractivité dans ce secteur-là, c'est bien d'avoir des opportunités, c'est bien d'avoir un pouvoir d'achat et avoir un citoyen qui veut visiter, qui veut dépenser, mais c'est encore mieux, par exemple, si le marché est accessible. Donc la mobilité dont on a parlé tout à l'heure est essentielle dans l'accessibilité du marché et surtout dans l'accessibilité des sites au niveau local. Ce qui revient justement à avoir ce levier en tant que priorité, parmi les priorités dans l'attractivité à l'investissement. Le troisième levier sur lequel on pourrait aussi s'appuyer, c'est celui des ressources humaines. C'est bien beau d'avoir de beaux sites, c'est très bien, encore mieux, c'est encore beaucoup mieux d'avoir justement de la mobilité et l'accessibilité des marchés qu'il faut. Mais quand on n'a pas les ressources humaines sur place et les talents qui peuvent justement permettre à l'investisseur d'avoir une visibilité sur le capital humain qui va lui permettre de réaliser son investissement ou en tout cas de créer la valeur ajoutée par tout son investissement, on est encore très très loin de l'ambition qu'on a de faire du continent une destination d'investissement privilégiée. Et sur ce volet-là, je pense qu'il y a beaucoup de pays, qu'on peut citer en exemple, qui ont mis en place des visions dans ce sens. Le Maroc en est un très bon exemple, avec des instituts spécialisés dans ce domaine. C'est le cas pour le Sénégal, c'est le cas pour le Rwanda, justement, qui sont en train de travailler énormément sur ce volet-là pour avoir les facteurs qu'il faut pour pouvoir promouvoir l'investissement et l'attractivité privée. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le privé est j'ai envie de dire, est au début et à la fin du processus. Tous les leviers que je viens de citer, aujourd'hui, il n'y a aucun État, aujourd'hui, qui a les capacités de pouvoir satisfaire tous ces aspects, tous ces axes, entièrement, de par ses propres moyens. Évidemment, on parle beaucoup d'endettement, de capacité de lever des fonds au niveau des institutions internationales, mais je pense que le privé a énormément de choses à jouer. C'est pour ça que c'est important que même dans la définition de stratégie d'attractivité à l'investissement, que les privés soient impliqués ou inclus dans la réflexion dès le début justement de la démarche pour qu'on puisse avoir une combinaison de forces, de capacités, surtout financières, et de réflexion surtout par rapport aux idées qui peuvent permettre justement d'avoir des retombées intéressantes. Donc en gros, si je dois résumer, ce seraient un peu les trois leviers sur lesquels nous insistons pour pouvoir justement accompagner les acteurs privés dans cette démarche. Et comme vous avez bien remarqué, on est sur une démarche assez holistique qui concerne tous les acteurs. Donc cette démarche, elle doit être partagée, elle doit être portée par les deux pôles, les deux grands pôles, le secteur et le privé, pour pouvoir in fine arriver à développer une ressource, surtout de développer un potentiel qui est là, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne discute plus du potentiel touristique du continent. Je pense qu'aujourd'hui, on discute plus des moyens et des capacités à pouvoir en faire, à pouvoir transformer ce potentiel en opportunité d'investissement et en projet d'investissement viable, durable et surtout qui ont de l'impact sur les communautés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas... je pense qu'il faut aller sur une rupture de l'approche top and down. Il faut vraiment aller sur une approche, j'ai envie de dire, disruptive, qui partira du bas. D'abord, au niveau des PME et des TPE, c'est extrêmement important, parce que ce qu'on a l'habitude de voir,
sur le continent. C'est très bien, hein, de grands groupes qui viennent s'installer, de grandes chaînes, voilà, toutes belles, qui ont toute une réputation derrière, qui créent des projets gigantesques, énormes, à coût d'investissement énorme. Mais on a l'impression qu'il y a une cassure, en fait. Il y a une rupture entre le top et le down. Et le down, on a des PME, des petites TPE qui, elles, font justement le tourisme et font l'attractivité du territoire, qui ne s'en sortent pas. Voilà, qui ne s'en sortent pas, qui triment et qui n'arrivent pas à avoir une bonne visibilité pour pouvoir se positionner aussi. Donc je pense qu'il est important d'aller sur une approche from the bottom. Partir du bas, du méso, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, du micro, pour pouvoir monter un peu plus haut vers la création de valeur, vers la chaîne de valeur pour arriver au top. Et ça, c'est extrêmement important. Et ces leviers que je viens de citer, évidemment, sont des leviers transversaux qui pourront justement fluidifier ou faciliter cette création de valeur à partir du bas, encore une fois. Voilà, donc si j'ai une réponse à donner pour l'instant par rapport à ça, ce serait celle-ci. Merci. Merci, Monsieur Foll. Alors, je voudrais tout de suite donner la parole à Souleymane Koll, qui, lui, alors, il représente, on va dire, le secteur privé, qui, lui, est un opérateur hôtelier. Il est à la tête de Onomo Hotel. Onomo Hotel a une particularité, c'est qu'elle est présente quand même sur 13 pays d'Afrique. Donc, Onomo a construit plusieurs hôtels dans différents pays d'Afrique, dans 13 pays d'Afrique. Monsieur Koll, est-ce que vous pouvez nous donner une image de ce que vous avez dans différents pays, quels ont été les leviers à actionner, comment vous vous êtes posé, quelles questions pour aller dans quel pays, et surtout, est-ce que vous avez impliqué le local, comme disait Monsieur Foll, est-ce que ce n'est pas du top et du down et il n'y a rien entre les deux? Merci beaucoup. Alors bonjour, merci pour l'invitation d'abord. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de participer à ce type d'échange. On lance la deuxième présentation, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est forcément nécessaire, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début sur les éléments macro. Et en tant qu'opérateur privé, moi j'ai peut-être 2-3 messages à passer. Le premier, c'est qu'en tant qu'opérateur privé, on a toujours besoin d'un cadre pour pouvoir, on va dire, exercer un cadre qui est défini par les pouvoirs publics. Et je pense que tout a été dit depuis le début de ces différents panels sur les enjeux, les challenges de l'Afrique en termes d'hospitalité et de tourisme. Donc je ne vais pas revenir dessus sur les sujets de visa, de transport. Et tous ces sujets-là, on est passé à travers, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a une bonne nouvelle que j'aimerais partager, c'est que globalement, sur l'ensemble des pays où nous exerçons aujourd'hui, on est quasiment revenu aux performances de 2019, et ça, c'est une très bonne nouvelle, de pouvoir exercer notre métier dans un environnement, on va dire, en croissance. Et ça, c'est la base. Donc, tout investisseur aujourd'hui souhaite exercer et placer ses investissements dans des environnements, on va dire, positifs et porteurs de valeur. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle de marketing territorial, je ne sais pas si j'ai la bonne définition, mais moi, le message que j'ai envie de passer en tant qu'opérateur privé, c'est que faire du marketing territorial ou du marketing de l'hospitalité ou du tourisme, il faut le considérer comme un produit comme un autre. Je pense que c'est la base de tout. Je pense qu'on a des étudiants dans la salle ou des experts. Et quand on doit lancer un produit dans n'importe quel pays, il y a quelques questions auxquelles, au-delà des questions d'investissement, quand on parle de produits sur lesquels on doit répondre d'abord, c'est quoi la vision qu'on doit avoir pour notre produit, c'est quoi notre mission dans ce territoire-là, et c'est quels sont les leviers dont on dispose pour traduire notre vision en réalité. Donc ça, je pense que quand on arrive à répondre à ces questions-là, on arrive à avoir d'abord un investissement rentable à court et long terme, et ensuite on arrive à impliquer les acteurs locaux pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre démarche. Donc nous, chez Onomo, on a essayé de répondre à ces questions-là. Moi, je suis à la tête des opérations depuis 4 ans, et la première question à laquelle j'ai tenté de répondre, c'était quoi ma vision pour le groupe Onomo et la marque. Donc ma vision, elle était assez simple, c'est en tout cas pour moi, et les actionnaires m'ont suivi dans cette démarche. L'ambition pour nous, en dehors des 2 ans de pause qu'on a passé avec le Covid, c'était de créer la première marque mid-scale lifestyle en Afrique. Donc ça, c'était l'ambition. Une fois qu'on a dit c'est quoi l'ambition, c'est comment on y arrive. Et c'est à partir de là qu'on s'est appuyé sur des leviers assez simples.
c'est de créer une marque dès le début, ou comme les Anglais disent, from scratch, et de démarrer comment on construit une marque. Aujourd'hui, on a tous des success stories autour de nous qui sont des success stories africaines ou mondiales. On a tous, je vais prendre des exemples assez basiques que nous connaissons tous, qui sont des marques de téléphone qu'on a entre nos mains. Ces marques ont été créées, et je vous assure, à partir d'une vision au départ. Les gens qui ont créé cette marque avaient une vision de connectivité, de simplification de la vie de tous les jours et de donner de l'information, de donner l'accès à l'information à l'ensemble de la population en temps réel, H24. C'était ça l'ambition au départ. Après, la technologie aidant, on arrive à traduire notre vision en réalité. Donc nous, chez Onomo, ce qu'on essaie de faire, c'est de traduire notre vision en réalité. Donc la vision, c'est de devenir la première marque lifestyle mid-scale de l'Afrique. Pourquoi on parle de mid-scale? Tous les mots ont un sens. Et le premier mot, c'est mid-scale. On a évoqué tout à l'heure la taille du marché en Afrique. On a parlé de 1 milliard et 400 millions d'habitants. Et moi, je rajouterais un chiffre qui peut-être est plus ou moins juste à 10%, ce qu'on appelle la classe moyenne, parce que 1,4 milliard, c'est la population en Afrique. Mais si on se parle concrètement, le 1,4 milliard d'Africains n'a pas le pouvoir d'achat pour voyager aujourd'hui. Donc, on a une cible. Une cible, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne aujourd'hui, peu importe les sources qu'on a, aujourd'hui, on parle entre 300 et 500 millions d'habitants qui cochent la case, selon la définition de la Banque mondiale, de la classe moyenne. Donc, aujourd'hui, le marché réel pour Onomo, le mid-scale, c'est ces 400 ou 500 millions de personnes qui vivent en Afrique, qui ont le pouvoir d'achat pour consommer du voyage. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et une fois qu'on a dit ça, c'est quoi nos leviers pour traduire notre vision en réalité? C'est de s'appuyer sur les territoires. Donc qu'est-ce qu'on cherche à valoriser? Parce que faire du marketing territorial, c'est rien d'autre que de valoriser l'identité d'un territoire. Donc ce qu'on cherche à faire, je pense que beaucoup de gens l'ont dit, les Africains ne connaissent pas l'Afrique, donc ça c'est une réalité, et je pense qu'on a des exercices assez simples à faire, et c'est la faute à personne. L'Afrique est un grand continent. Entre Dakar et Nairobi, il ne faut pas moins de 10 heures de vol. Entre Tanger et Cape Town, il ne faut pas moins de 10 heures de vol. Donc ce n'est pas simple de passer de Tanger à Cape Town, de faire les extrêmes de l'Afrique. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de montrer, de valoriser l'identité de chaque territoire. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a l'Afrique qu'on considère comme un bloc homogène. Ce n'est pas la réalité. L'Afrique de l'Ouest est assez différente de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est est assez différente de l'Afrique du Nord. Et donc, l'idée, c'est de montrer à travers notre marque les spécificités culturelles et identitaires de chaque partie de l'Afrique. Ce serait très réducteur aujourd'hui de dire que l'Europe est une entité homogène, parce que l'Europe de l'Est n'est pas l'Europe de l'Ouest, et l'Europe du Nord n'est pas l'Europe du Sud. Donc il faut aussi que nous, on ait assez d'humilité pour savoir que notre territoire est assez vaste, et donc à travers les marques qu'on construit, qu'on essaie de donner de la place à l'identité locale de chaque territoire. Donc, à travers nos marques, on a une marque ombrelle qui s'appelle Onomo. Et à travers cette marque, on essaie de construire une identité forte pour le Maroc. Quand vous allez dans les hôtels Onomo, pour vous donner quelques chiffres, la durée moyenne d'un voyageur dans nos hôtels, c'est 2 jours. Donc, comment on passe de l'ambition qu'on a aujourd'hui d'avoir une marque lifestyle pour un client qui reste 2 jours dans un hôtel? L'ambition, c'est de dire, en 2 jours, on essaie de lui faire vivre, quand il vient au Maroc, une vraie expérience marocaine en 2 jours. Et ça passe par quoi? Ça passe par du staff marocain, par de la culture marocaine, de la restauration marocaine, et de la boisson marocaine, et de la musique marocaine. Donc notre levier, c'est la culture pour faire vivre une expérience locale à un client qui voyage. Et les mêmes leviers, on les transcrit à l'Est, au Nord, au Sud et au Centre. Donc quand vous allez en Afrique du Sud, sous la marque ombrelle Onomo, vous allez avoir une expérience 100% sud-africaine. Et quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous allez avoir une expérience 100% ouest-africaine. Et quand vous allez en Afrique de l'Est, c'est la même chose. Donc c'est ça l'ambition du groupe. Et je pense que quand on parle de marketing territorial, c'est de ça dont on parle. C'est d'avoir une marque ombrelle qui fait le lien à travers l'Afrique
mais d'avoir l'ambition et l'exigence de faire vivre aux gens une expérience complètement locale. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça l'ambition. Ça répond complètement et vous nous faites rêver. Il faudrait qu'on aille dans vos hôtels pour cette expérience africaine pure, justement. Merci beaucoup, Monsieur Cole, pour cette intervention. Je voudrais passer la parole à Monsieur Larbi Safa, qui est professeur à l'Université de Qadi Ayad et spécialiste du tourisme. Et je sais par ailleurs qu'il travaille beaucoup en continu avec le CRT de Marrakech, en véritable chercheur, avec notamment plusieurs cas de recherche orientée action. Mais lors de la préparation de cette conférence, il m'a beaucoup parlé de marketing touristique créatif. Je voudrais qu'on découvre ce marketing touristique créatif appliqué à Marrakech avec M. Larbi Safa. Ouais. Et ça, c'est le Pavlov, si tu veux. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Bouchra Taibi pour l'invitation. Je suis très honoré et très heureux de faire partie de ce panel et notamment aussi M. Atman Sherif Alami pour la qualité de l'accueil et de l'organisation. Donc, ma présentation ne va pas s'éloigner trop des présentations précédentes. Deux mots-clés, à savoir la création, la créativité et Marrakech. Donc, ma présentation s'intitule « Le marketing touristique au prisme de la thèse de la classe créative K de Marrakech ». Souvent, le marketing touristique organisationnel ou territorial, des fois, il manque de créativité et de création. Souvent, rapidement, on peut tomber dans le mimétisme, dans le folklorique, et parce que la recette, c'est d'ancrer cette recherche sur une vraie identité, une vraie idiosyncrasique du territoire. Et j'ai choisi dans cette présentation de parler sur le rôle de la classe créative. Donc, avant de présenter un petit peu le cas ma perception de Marrakech, je vais faire rapidement un voyage paradigmatique. Je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais c'est juste pour élire en quelque sorte la créativité comme mode de réflexion et d'action dans tous les domaines. Et bien sûr, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'en arrive parce qu'on a fait un voyage à un enseignant-chercheur et il aime beaucoup caractériser les paradigmes et pour les comprendre. Sinon, ça ne marche pas. Donc, passons de la prémodernité à la modernité, à la postmodernité pour comprendre un petit peu les valeurs fondamentales de notre société actuelle qui lie en quelque sorte la création et la créativité dans un monde devenu un monde interconnecté, interrelié en réseau. Donc le schéma montre très bien comment on est passé de la tribu à l'institution, au marché. Maintenant, on est à l'ère du réseau où on essaie le marketing touristique et territorial aussi, essaie de comprendre la création de valeur, mais notamment dans le réseau. La même chose aussi pour le marketing urbain, qui a fait son voyage dans les époques, paradigmatiques. On est passé du marketing communicationnel au marketing urbain stratégique et marketing urbain postmoderne, toujours pour y lire en quelque sorte la co-création de l'expérience urbaine. Là, on donne la parole aux citoyens, la parole aux visiteurs, la parole pour y lire, pour proposer des
des pistes de création de valeur pour le territoire, mais aussi pour pour le marketing territorial. Et là, je n'arrive au tourisme. Bien sûr, je ne vais pas trop m'attarder sur l'ensemble de l'évolution, de la réflexion au niveau de produits touristiques, au niveau des époques touristiques, passant de pré-Fordisme, Fordisme, post-Fordisme et néo-Fordisme, mais je mettrai juste l'accent sur deux choses. On est passé d'un tourisme basé sur le séjour pour arriver à un tourisme basé sur l'expérience, d'un tourisme basé sur aller voir, visiter, à un tourisme basé pour vivre l'expérience sur place. Et le marketing touristique aussi a voyagé entre le marketing de l'authenticité et l'exotisme, parce que, il faut le dire, le passage de la modernité à la postmodernité, il y a beaucoup de construction de grandes idées, mais aussi ça se voit aussi sur l'appropriation et le désir, je veux dire, singulier des touristes à vivre des expériences singulières dans la pratique, dans l'immersion et dans la créativité. Donc c'est ça. Et là, j'en arrive à présenter brièvement cette thèse de la classe créative de Richard Florida. Peut-être ça fait peur quand on dit thèse et antithèse, etc. Mais en réalité, c'est très intuitif comme construction théorique où Florida elle fait le lien entre la croissance économique des villes et la classe créative, c'est-à-dire les territoires qui arrivent à attirer, à générer et à retenir les créatifs, il arrive à générer de la croissance économique. Donc, mais qui est cette classe créative? Quand on pense créativité, on pense directement aux artistes. Bien sûr, ils sont une catégorie très importante des créatifs que Florida lui-même les appelle les bohemians, ceux qui inspirent en quelque sorte plusieurs autres créateurs. Mais aussi les créatifs dans la technologie, on sait très bien combien la disruption technologique révolutionne, impacte en quelque sorte notre vécu de chaque jour. Mais aussi les créatifs du professionnel et du management, et aussi de l'éducation dans tous les domaines, c'est-à-dire un concept très transversal. Mais il développe en même temps un composite diversity index qui, pour lui, il faut avoir une part d'habitants ou de visiteurs qui sont des artistes. Cette part est très importante pour initier, propulser cette classe créative et aussi le melting pot index. Et pour lui, pour Florida, il faut voir la partie, le pourcentage des gens d'un territoire qui sont nés ailleurs, qui viennent dans un territoire. Hier, on en a parlé avec M. Alami. Je fait Alami que aussi un des secrets de Casablanca, c'est ça, c'est même pas à peu près beaucoup de, je veux dire, pendant un siècle, si on regarde les vrais Casablancais de plusieurs générations, il n'y en a pas beaucoup, peut-être 20-30%, mais cette énergie débordante de la ville tient aussi sa place de cette diversité d'origine. Donc, et là, c'est pour mettre en perspective aussi le rôle propulseur de cette classe créative à propulser des quartiers créatifs, des cités créatives, des clusters jusqu'à des économies créatives. Donc, c'est un pan très, très important que
si j'ose dire, une recommandation d'investir ce champ de la créativité. Est-ce que je peux- Et là, j'en arrive à Marrakech, carrefour des créateurs, c'est-à-dire c'est une ville millénaire, une ville qui a su, je veux dire, capitaliser sur un génie, je veux dire, ancestral, d'artisans, mais aussi d'artistes et de créateurs. J'ai essayé de faire une certaine catégorisation de ces créateurs en allant des créateurs qui créent une valeur oui, c'est ça, une valeur d'inspirateur, des créateurs qui sont aussi qui montrent en quelque sorte l'exemple pour d'autres, et des value multipliers, tout en s'inscrivant ça sur le cas de Marrakech. Et d'abord, les Bohemians. Là, oui, on ne peut pas ne pas citer, c'était le rôle important de personnages, parce que c'est une question de personnes qui incarnent cette créativité. Et là, on ne peut pas ne pas parler sur le rôle de Général Lyautey comme quelqu'un qui aime le Maroc, qui a aimé le Maroc et qui a essayé de donner une autre vision, en quelque sorte, c'est toujours contesté, c'est de l'occupation, mais il faut en tirer peut-être le positif. Donc, et le rôle de Lyautey là-dessus est très important. C'est Lyautey c'est sur l'invitation de Lyautey que Jacques Majorelle et plein d'autres sont venus à Marrakech pour s'installer. On connaît très bien actuellement, ce que je veux dire, c'est faire la connexion entre le passé et le présent. Le jardin Majorelle aujourd'hui, ça reste une des attractions les plus importantes à Marrakech, voire au Maroc. Et si on y va, bien sûr pour voir le jardin Majorelle, mais surtout l'atelier où Majorelle a fait ses créations. Donc, et après, le rôle, je veux dire, de Yves Saint Laurent et Pierre Berger à reprendre ce projet et le créer, et créer l'état actuel comme un carrefour, et parce que aussi l'impact de jardin et du musée, ça dépasse l'entreprise elle-même, mais se rejaillit sur le quartier, sur la ville, et c'est très important. On ne peut pas ne pas parler sur Winston Churchill, pourquoi il a décidé à un certain moment de venir s'installer après sa retraite et peindre pendant ses heures de retraite. On ne peut pas ne pas parler sur Bellouillis. Bellouillis, décorateur, architecte d'intérieur, dont l'impact est très, 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 très important pour dessiner en quelque sorte le futur touristique de Marrakech à travers les riades. Et on sait très bien d'abord l'importance des riades à Marrakech, quantitativement et qualitativement, comment les riades ont donné en quelque sorte l'esprit de Marrakech et ont propulsé Marrakech au rang des grandes destinations. Donc les exemples, il y en a beaucoup. Je voulais quand même parler brièvement sur ces créateurs inspirants. On ne peut pas ne pas parler sur Eugène Delacroix, peintre orientaliste, qui est connu pour ses carnets de voyage. Et ces carnets de voyage qui se
perpétue encore, parce que là, on parle du tourisme créatif. Ces touristes qui vont s'installer, peindre des paysages, et ça reste, je veux dire, une niche, mais une niche de grande valeur. Une grande valeur sur la création d'un esprit créatif d'une destination. Et là, ça continue. Ça continue avec le tourisme créatif, je veux dire, avec des ateliers de tadlakt, des ateliers de poterie, des ateliers de calligraphie, des ateliers de gastronomie marocaine. Et là, ce qui est important dans le tourisme créatif et dans le tourisme de niche, ça, ce n'est que 2 exemples. On peut faire une liste indéfinie sur des thématiques plurielles et très inspirantes. Et c'est la même chose qu'on peut répliquer dans toute destination. C'est ça, c'est-à-dire il faut chercher les atouts créatifs à mettre en lumière pour la destination. Oui, parce que c'est un tourisme d'engagement, d'immersion et de co-création. Parce que, souvenez-vous qu'on est dans l'ère de la co-création. Si ce tourisme se développe, parce que cette dimension de co-création est très importante, mais aussi d'ancrage local. Et là, une deuxième génération d'artistes contemporains, certainement vous connaissez beaucoup de noms, Mahi Bin, Morabiti, et aussi Farid Belkahia, et plein d'autres. Ce n'est qu'une petite sélection pour dire qu'il y a plusieurs générations d'artistes qui se succèdent. Il y a aussi Hassan Hajjaj, dont l'impact sur la destination est très important. Quand Hassan Hajjaj compte des artistes de grande réputation internationale, Madonna, Will Smith, viennent chercher Hassan Hajjaj pour des prises de clichés, c'est-à-dire que c'est très important. Et après, comment ça se rejaillit sur la destination? Ça n'a pas de prix. Si on fait même une campagne publicitaire à plusieurs millions de dirhams, jamais, c'est très difficile d'égaler ces exploits. Après, il y a des value creators. Oui, notre génération, je veux dire, Abdeltifait Ben Abdallah avec les Riyad, Yahya Création, Ben Sha'ban, etc., etc. Il y a les value multipliers, où souvent c'est des professionnels du management qui rajoutent leur valeur au niveau de l'infusion, de la créativité, de l'inclusion, du mécénat, de l'événementialisation et aussi de l'incubation. Il y a plein de personnes très, très inspirantes, notamment c'est Hamid Ben Tahar et le travail qu'il fait au niveau du CRT Marrakech dans l'inclusion territoriale, à aller investir des contrées où personne n'imagine qu'il y a un potentiel touristique. Je pense à Chichawa, je pense à le désert d'Agafay, les Ocean Drive au niveau de la côte atlantique. Mais aussi, il y a plein d'autres personnes qui sont dans l'événementiel. Et Marrakech du Rire, par exemple, je pense, c'est l'un des événements avec un impact le plus important, mais toujours autour de la créativité. Et merci.
Merci, Monsieur Larbi Safa. Effectivement, vous avez bien raison, les événements, ça fait venir des gens dans une ville et ces gens-là la découvrent et reviennent pour la redécouvrir une autre fois avec leur famille. Donc effectivement, l'événementiel est très important. Alors j'aurais bien voulu donner la parole à la salle, mais on est très serré et on a un invité, un grand conférencier que je voudrais vous laisser le temps d'écouter. Alors nous arrivons à la fin de ce panel. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants qui ont bien voulu répondre à notre invitation, les intervenants de ce panel, mais aussi du panel 1, et aussi tous les intervenants ces dernières 24 heures. On a appris avec eux plein de choses. Alors, beaucoup de benchmarks, on a vu ces dernières 24 heures, beaucoup de benchmarks sur des territoires africains qui ne peuvent qu'enrichir les acquis des uns et des autres en matière de développement du tourisme intra-africain et du développement des territoires africains touristiques qui profitent à tous. Je voudrais encore remercier les gens qui sont dans la salle et je cède la parole à Ihsan Benbel pour introduire notre conférencier. Merci beaucoup. Photo, s'il vous plaît.